Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des critères impératifs du chapitre 3 du référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de santé, l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, c'est vrai que l'évaluation demande, vous allez voir, demande un petit peu de travail et de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est aussi avec le temps vraiment un outil qui, qui vous aide, qui vous facilite le travail et qui aide l'établissement et toutes les parties prenantes à évoluer. Donc, voilà. Alors, on va faire quelques rappels. Hein, donc, bon, sachez que dans le référentiel, on compte au total 18 critères impératifs répartis dans les chapitres 2 et 3. Chapitre 2, c'est le chapitre professionnel, donc pour lequel on questionne, on interviewe d'abord les professionnels et ensuite la direction et la gouvernance. Et on les retrouve, ces critères impératifs, dans le chapitre 3 du référentiel. Et donc ce chapitre, c'est le chapitre E2SMS, le chapitre établissements et services sociaux et médico-sociaux. Là, l'évaluateur interviewe d'abord la direction, la gouvernance et ensuite les professionnels. Bon, il y a 16 critères dits impératifs pour la partie commune à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est-à-dire, quel que soit l'établissement ou le service dans lequel vous œuvrez, il y aura 16 critères impératifs à évaluer. Donc, pour faire 18, il y en a un autre supplémentaire quand il s'agit d'un établissement. Par exemple, les EHPAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile ne sont pas concernés par ce critère. Et un critère supplémentaire, un autre critère supplémentaire pour faire 18, si le secteur d'intervention correspond au médico-social. Les EHPAD font partie du médico-social, les services d'aide et d'accompagnement à domicile n'en font pas partie. Donc là, je vous montre là, juste là, le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire que c'est un peu le mode d'emploi, hein, de ce référentiel, hein, qui a été élaboré par la Haute Autorité de santé. Alors, pour chacun de ces critères, l'établissement doit obtenir une cotation 4, c'est-à-dire un niveau attendu qui est tout à fait satisfaisant. S'il obtient une autre cotation, c'est-à-dire 1, 2, 3, hein, dans ce cas-là, l'évaluateur devra renseigner un formulaire critères impératifs sur Sinae, c'est-à-dire sur la plateforme sur laquelle l'évaluateur rédige le rapport. Et que vous pouvez aussi vous utiliser pour réaliser une auto-évaluation. Et en dehors de l'intervention des évaluateurs sur site, la communication s'effectue via cette plateforme Sinaï. Et l'évaluateur remplira un formulaire pour chaque critère impératif non satisfait. À la suite de cela, l'établissement ou le service devra produire un plan d'action de remise en conformité, c'est-à-dire qu'il devra mettre en place des actions pour se mettre en conformité et prévoir, s'engager à mettre ce plan d'action en œuvre selon des échéances définies, c'est-à-dire selon un planning, un calendrier. Et ce plan d'action avec ce planning de réalisation sera transmis à l'autorité en même temps que le rapport d'évaluation. Alors, c'est l'établissement ou service qui transmet le rapport d'évaluation à son autorité. Donc, il transmettra son rapport à l'autorité avec le plan d'action d'amélioration de la qualité, de mise en conformité. Le Conseil de la vie sociale participe également à l'évaluation de certains critères impératifs, uniquement évidemment si l'établissement ou le service, l'établissement est concerné par la mise en œuvre, par la mise en place d'un CVS. Sinon, les autres établissements mettent en œuvre des groupes d'expression
des enquêtes. Alors, les priorités de la HAS, de la Haute Autorité de Santé. Pour le chapitre 2, c'est respecter les droits de la personne accompagnée. Pour le chapitre 3, c'est sécuriser la prise en charge médicamenteuse, prévenir et gérer les situations à risque, événements indésirables, plaintes, réclamations, maltraitance, et organiser la gestion de crise. Par exemple, crise Covid, mais pas que, ça peut être inondation, panne d'électricité, attentats, etc., etc. Alors, dans le chapitre 3, nous allons d'abord voir le critère concernant la thématique, le thème, l'accompagnement à la santé. Alors, ce critère dit, les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament et normalement, il n'y a que les établissements médico-sociaux qui sont considérés comme médico-sociaux qui doivent remplir ce critère-là côté 4. Alors, par exemple, les EHPAD font partie de ces établissements. Mais dès que les professionnels ont à distribuer des médicaments, il est bon de penser une procédure. Alors, normalement, pour ces établissements qui sont concernés, le circuit du médicament est organisé. Il fait l'objet de règles internes définies, connues et mises en œuvre par les professionnels de l'établissement. Alors, c'est en fait élaborer toutes les procédures qui concernent le circuit du médicament. Hein, c'est donc en fait de la prescription jusqu'à l'enregistrement, c'est-à-dire jusqu'à l'administration et l'enregistrement. Et penser également dans ces procédures à, à définir toutes les étapes de la prise en charge et à la sécurisation. On va passer aux critères suivants et même à la thématique suivante. Alors là, c'est la thématique démarche qualité et gestion des risques. Alors là, nous allons questionner l'établissement, la gouvernance et le conseil d'administration. Alors, l'établissement ou le service définit avec les professionnels, ça c'est très important, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, vous devez expliquer comment vous prévenez et que vous gérez les risques de maltraitance et de violence auprès de la personne. Et le second critère, c'est l'établissement ou service traite les signalements de faits de maltraitance et de violence et met en place des actions correctives. Ça veut dire que dès qu'il y a un fait de maltraitance, il est traité tout de suite, il est signalé et il est traité. Hein, c'est-à-dire qu'on met des actions en place pour traiter, pour que ça ne se reproduise pas. Alors, là encore, vous allez devoir présenter des preuves. Donc, par exemple, ce peut être un document identifiant les situations à risque. Alors, c'est ce qu'on appelle une cartographie des risques souvent, hein. Un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence que vous pouvez adjoindre à cette cartographie. Des comptes rendus de réunion montrant que vous avez traité certains faits de maltraitance, que vous avez travaillé sur la cartographie, etc., etc. Les procédures de déclaration, comment vous déclarez un fait de maltraitance, d'alerte ou de gestion de violence. Pour ce second critère, le traitement, donc vous allez présenter des fiches de signalement complétées, des comptes rendus de réunion toujours, des plans d'action d'amélioration, suivi des actions mises en place et de communication. Vous allez expliquer comment vous faites. Et dans cette cartographie des risques,
Tout ça, vous pouvez adjoindre, voilà, faire une colonne où vous allez cartographier tous les risques, hein, c'est-à-dire en amont, tous les risques auxquels vous pensez et tous les risques qui arrivent, que vous ajouterez à chaque fois sur la cartographie avec des actions, les actions qui ont été mises en place, les actions à mettre en place, de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Et ce que vous avez fait euh, pour chaque fait de, par exemple, de maltraitance, hein. Est-ce qu'il y a eu des réunions, des retours d'expérience? Est-ce que tout a bien été expliqué aux professionnels, etc., etc. Est-ce que vous avez pu communiquer dessus? Est-ce que il y a eu un retour aux personnes, c'est-à-dire dans le cadre, par exemple, du CVS ou dans le cadre d'autres réunions? Ou même dans l'analyse de l'enquête, vous pouvez noter comment vous procédez en cas de fait de maltraitance. Voilà, c'est aussi important de communiquer avec les personnes accompagnées. Donc ça, c'est ce dont nous venons de parler. Et bien sûr, en retour d'expérience, vous analysez toutes ces situations. Les critères suivants, là, l'établissement, le service organise le recueil et le traitement des plaintes et réclamations et il communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. Hein, ça, c'est important. Les parties prenantes, donc, ce sont les personnes concernées, hein, qui se sont plaints ou qui ont fait une réclamation. Toujours, on donne une réponse et on la donne de manière assez rapide. Alors là, pour ces critères, donc vous établissez une procédure de gestion des plaintes et des réclamations et un support de recueil de ces plaintes et de ces réclamations. Et tout support, vous présentez comme preuve tout support de communication, de déclaration aux autorités, le cas échéant. Si vous avez dû faire, par exemple, pour une plainte, si vous avez dû alerter l'autorité. Et là, pour ce critère, le CVS est interviewé par l'évaluateur. On verra dans un autre webinaire les critères, comment les questions sont posées. Ensuite, les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. Donc, à chaque fois qu'il y a une plainte ou une réclamation, vous analysez en équipe et vous mettez en place des actions correctives. Alors, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc vous mettez en place un dispositif visant à recueillir ces plaintes et ces réclamations et un circuit pour les traiter et y apporter des réponses. L'analyse est réalisée avec les professionnels et donne lieu à des actions d'amélioration. Les retours sont organisés auprès des plaignants, c'est-à-dire les personnes accompagnées, souvent, et cette démarche fait l'objet de communication interne, professionnelle, conseil de vie sociale, etc., etc. Enquête, par le biais d'enquête, par le biais de groupes d'expression. Ensuite, l'établissement organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Hein, par exemple, vous arrivez chez une personne et vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, par exemple, hein, ou elle ne vous répond pas. Donc voilà, ça fait partie des événements indésirables. Donc il y a des événements indésirables et des événements indésirables graves. Et ensuite, l'établissement communique sur le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes. Vous voyez, ça se passe toujours de la même manière, que ce soit pour les faits de maltraitance, les événements indésirables graves et les plaintes et réclamations. Les professionnels, l'autre critère, les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place des actions correctives. C'est toujours la même chose.
Et donc, ce qu'on va Donc, à l'instar des plaintes et réclamations, un dispositif est organisé et mis en place pour le signalement des événements indésirables, leur analyse, les actions d'amélioration et de communication qui en découlent. Cette démarche est partagée et portée collectivement par les professionnels, par la gouvernance, par le CVS ou les, les personnes représentantes des personnes accompagnées. Les événements graves font l'objet d'un signalement externe tel que prévu dans les textes. On pourra revenir plus si vous le souhaitez. On y reviendra de toute façon ultérieurement. Alors donc, par rapport à ces critères, alors, ce que vous avez à présenter, procédure de gestion et de recueil et du traitement des événements indésirables, support de déclaration d'événements indésirables, traçabilité des réponses apportées. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous tracez. C'est très important de tracer. C'est très important s'il y a des réclamations, s'il y a, voilà, si vous avez, besoin de démontrer, de prouver, c'est important de tracer. Et aussi donc les supports, les courriers que vous avez pu envoyer, les affichages, c'est important, et les ateliers que vous pouvez mettre en place et les déclarations aux autorités s'il y a lieu. Et là aussi, le CVS s'entretient avec, les évaluateurs. Donc, c'est aussi vous devez faire un retour au CVS ou au groupe d'expression ou via les enquêtes. Ensuite, l'établissement ou service défini avec les professionnels, toujours les professionnels sont toujours concernés, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. On dit annuellement. Donc là, il est important, bon, vous voyez bien, quand par exemple il y a eu la crise Covid, beaucoup l'ont vécu, que c'est important d'avoir un plan de gestion de crise. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui arrive comme ça, rapidement, comment on gère et comment on assure la continuité de l'activité. Donc voilà, c'est tout un plan, toute une réflexion pour s'assurer qu'on a bien mis les choses en place, les actions en place, pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse gérer la crise tout en continuant de travailler. Et le réactualiser régulièrement, c'est le réactualiser tous les ans. Avec l'expérience, on l'enrichit en plus. Et l'établissement communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. Normalement, on le communique à l'autorité et on le communique en interne pour que chacun sache quelle place occuper. Alors déjà, vous identifiez les situations de crise et définissez avec les professionnels les conduites à tenir pour les prévenir, les gérer et assurer la continuité, ce que je vous ai dit, des activités le cas échéant, situation sanitaire exceptionnelle, événements climatiques, etc., etc. Ce plan, donc il est bon aussi de faire une cartographie des risques. Ce plan de gestion de crise est actualisé régulièrement et communiqué en interne et en externe aux professionnels, aux CVS, aux groupes d'expression, etc., etc. Donc, voilà pour ce chapitre 3 et les critères impératifs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc pour le prochain webinaire sur notamment le projet personnalisé. À bientôt. Au revoir.